Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, ce podcast vous est proposé aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour, We Are Innovation by BNP Paribas. Alors, We Are Innovation, donc Why, c'est quoi ? C'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Concrètement, il vous accompagne financièrement, mais propose aussi un accès à un réseau de partenaires de qualité, mettent à disposition des ressources comme des bureaux, tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création jusqu'à la croissance de votre startup. Ils accompagnent plus de 75% de la dernière promo du programme French Tech 2030. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont passés dans le podcast. Coïncidence ? Je ne crois pas. Alors, si vous souhaitez collaborer avec eux et intégrer leur programme d'accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien. J'en profite pour encore remercier le Why de nous permettre de réaliser ces interviews pour, je l'espère, vous inspirer à entreprendre. Et pour parler justement du Why derrière Yuka, c'est quoi les questions vraiment j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que tu n'as rien intellectualisé, que tu t'es juste dit « ça m'intéresse, je vais essayer ça ». Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu t'as fait un genre de market research, tu as tenté différentes idées? Okay. Mais alors pas du tout. Déjà l'idée, elle vient pas de moi. Okay. L'idée du Yuka, elle vient pas de moi, elle vient d'un de mes associés. Et il m'a parlé de ça. J'ai fait mais c'est génial, ouais, moi aussi ça m'aiderait grave. Une solution qui m'aide à décrypter les étiquettes, parce que je faisais aussi attention à ce que j'achetais. Donc tu étais déjà consciente, tu avais déjà un pied un petit peu dans... Ouais, j'essayais de faire attention, de consommer mieux. Et juste, en fait, cette idée m'a parlé et j'y ai été, je me suis pas posé des questions existentielles. Ok, et ça prend combien de temps entre le moment où tu te lances et le moment où vous regardez, donc vous étiez 3 ? Ouais. Vous dites, ok, on le fait sérieusement. Même si ça reste un side project, même si vous quittez pas votre job, on a des objectifs. Et là, je trouve que c'est déjà un mindset différent. Ça n'a pas pris longtemps. On a fait tout s'est lancé au hackathon de février 2016. Et je pense en avril ou mai, j'ai pris la décision de démissionner. Donc après, j'avais un préavis, tout ça, donc j'ai démissionné en octobre. Mais en 3-4 mois après, j'ai pris la décision quand même assez rapidement et pareil pour mes associés. Tu peux me parler du fit avec tes associés ? Surtout dans un hackathon, c'est quoi, 2 jours, 3 jours ? Ouais, c'était 2 jours, samedi, dimanche, du vendredi soir au dimanche soir. Mes associés, en fait, François, c'est un pote. On se connaissait déjà depuis un moment. On a un groupe de potes en commun, donc on partait en week-end, en vacances ensemble, donc on se connaît très bien. Et Benoît, c'est le frère de François. Voilà, donc Benoît, quand on a fait le hackathon, je l'avais déjà vu, mais c'est vrai que je le connaissais assez peu. Okay. C'était prévu avant le hackathon que vous feriez un truc à 3 pour le hackathon ou vous étiez inscrits ensemble ou pas? Non, ils se sont inscrits tous les deux. Ah, ok. Et c'est François qui m'en a parlé, qui m'a dit attends, tu t'ennuies dans ton job, tu veux changer de job, tu sais pas trop quoi faire. On s'est inscrit à un hackathon avec mon frère, ça peut te changer les idées, ça peut te donner des idées, ça peut t'inspirer, viens nous aider. Et puis tu feras la partie un peu parce que nous c'est pas notre truc. Et donc voilà, j'ai débarqué comme ça à la base pour aider François et Benoît sur ce hackathon. Fit direct ? Ouais. Même avec François, je veux dire, c'est différent de bosser avec un pote et de boire des bières le week-end. Ouais, mais non, mais on s'est toujours super bien entendus. Eux te parlaient d'entrepreneuriat ? Non, parce que pour eux, c'était pareil. Pour eux, c'était un projet pour s'amuser à côté, en fait, pour s'épanouir à côté de leur boulot. Donc, on parlait pas du tout d'entrepreneuriat à ce moment-là. Très clair. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes ? On va regarder un petit peu en arrière. C'est quoi déjà, est-ce que vous avez fait des erreurs ? Bon, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a une erreur où tu te dis, putain, là, on y allait vraiment à l'aveugle ou, Est-ce que c'était une erreur de rien intellectualiser, de pas mettre des objectifs, de pas planifier en fait la suite de l'aventure ? Non, c'était pas du tout une erreur. Non, c'était pas du tout une erreur. Bien au contraire, ça nous a fait gagner tellement de temps de pas passer du temps à juste intellectualiser les choses, faire des fichiers Excel, fixer des objectifs. Et même aujourd'hui, en fait, on est 6 ans après, on ne se fixe pas d'objectifs. Donc, là, quand je te dis on part aux États-Unis, parfois on me dit et c'est quoi votre objectif là-bas en termes de nombre d'utilisateurs ?
Ok. On n'a pas d'objectif, on va juste verra voir comment ça si se passe la en sauce fait. prend, quoi. On se fixe jamais d'objectif, ni de chiffre d'affaires, ni d'utilisateur, rien. On y va au feeling, on y va. Alors bien sûr, on n'est pas complètement À l'arrache. à l'arrache. Ouais. Voilà, tous les 6 mois, on se pose et on fait une roadmap. Par contre, on se fixe pas d'objectifs chiffrés parce que pour nous, ça n'a aucun sens. Et dans tous les cas, t'es jamais dans tes objectifs. T'es soit en dessous, soit au-dessus. Si t'es en dessous, ça te déprime. Tu dis, j'ai pas atteint mes objectifs. Alors qu'en vrai, potentiellement, c'est très bien. Si t'es au-dessus, ok, ça dit quoi? Ça dit pas grand-chose non plus. Enfin, C'est-à-dire que t'as pas été assez ambitieuse ouais, ou que t'as honnêtement, cravaché. nous, on fixe aucun objectif chiffré. Jamais. Et est-ce que, on l'a pas dit, mais est-ce que tu crois que c'est l'humilité ou l'ouverture d'esprit qui t'a... C'est quoi? Ou c'est la curiosité, le goût de l'aventure? Qui m'a... Ouais, c'est quoi le trait de personnalité chez toi qui t'a fait que t'es passé d'un conseil très structuré, enfin d'une boîte de conseil très structurée à, tu vas me dire, chercher du sens, mais... Ouais, le sens, l'envie de liberté. Ok. Et le besoin de nouveauté, de changer. Moi, je m'ennuie assez vite. Ok. Alors, c'est pour ça que le conseil, j'ai trouvé mon compte, parce que mine de rien, tu changes sur quand même des souvent de missions. mission, de clients. Mais à un moment, quand je tourne en rond intellectuellement, c'est là que je commence à déprimer. Et donc là, en fait, quand tu lances ton projet, tu fais ce que tu veux. Donc en fait, quand tu commences à t'ennuyer, tu lances un nouveau truc, tu fais autre chose. Voilà, Et là, c'est pas chiant depuis 6 ans? Y a bah rien non, de c'est pas chiant. Là, on part aux US, c'est une nouvelle aventure. J'ai l'impression de repartir de zéro. C'est génial. Okay. Moi, voilà. Et quand je tourne un peu, ça m'arrive deux fois d'avoir des périodes à Yuka. Je dis, oh là, je tourne un peu en rond. J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Mais voilà, on se pose avec mes associés, on discute et puis on trouve toujours des trucs trop cool à développer. Ok. Trop cool. Bon, on va rentrer sur... du coup, là, on a parlé un peu du why. On va parler de la création de Yuka. C'est quoi cette histoire de carottes connectées? Raconte-moi la V1 que vous aviez imaginée. Alors déjà, on est en 2016. Et en 2016, c'est super la mode, les objets connectés. Et tout le monde dit que les objets connectés, c'est le futur, que tout sera connecté à terme, etc. etc. Et donc, Internet of Things, ouais. L'objectif, c'est, voilà, nous, on imagine une carotte connectée qui est aimantée sur ton frigo. Et quand tu rentres de course, tu scannes tes courses avec ta carotte connectée. La carotte, on trouve ça sympa, c'est joli. C'est synonyme de, tu vois, d'alimentation saine, tout ça. Chacun ses références. Dédicace à maman. Mais j'adore les carottes aujourd'hui. Et donc on se dit, voilà, on fait un objet connecté, quoi. Tu rentres de course, tu scannes ton truc, et puis en fait, t'as ton objet sur ton frigo, qui est aimanté sur ton frigo, donc tu rentres de course et hop, t'as ce tilt, tu te dis, il faut que je scanne mes trucs. Tu vois, t'as donc cet c'est un objet qui te rappel le visuel, rappelle. quoi. Ok. Voilà, et moi j'y croyais dur comme fer à cet objet connecté. J'ai dû faire le deuil. Non, c'est pas mon idée, mais j'étais à fond pour. Et mine de rien, j'ai dû faire un petit deuil de cet objet connecté parce que quand on est passé de l'objet connecté à une simple appli, et ça a été un peu dur pour moi. J'avais l'impression de faire un truc lambda, en fait, de faire une appli, quoi. Une appli comme il y en a des centaines de milliers. Okay. J'avais pas l'impression de faire un truc hyper original ou disruptif, comme on dit dans le milieu des startups. J'avais l'impression de faire un truc assez banal, alors que depuis le début, je trouvais ce projet génial, parce qu'il était nouveau, il était novateur, et il apportait un vrai truc. Et voilà. Donc, mais bon, j'ai fini par faire mon deuil, et puis évidemment, je regrette pas, mais... Comment on fait son deuil? À quel moment? Vous en avez parlé? Parce que là, qu'on se situe, dis-moi si je me trompe, on est entre 2016 et 2017. Donc on est mi-2016, ouais. Vous avez parlé à qui, en fait? En fait, c'est simple. On parle de notre projet à tout le monde autour de nous. À nos potes, à notre famille, à tout le monde. Et tout le monde autour de nous est enthousiaste, de manière très sincère, parce que parfois c'est tes potes et tu peux te dire... Mais là, de manière très sincère, on voit que les gens sont enthousiastes. On en parle énormément autour de nous, beaucoup. Et en fait, le retour qui revient, mais tout le temps, c'est génial. Parce que l'objet connecté est quand même relié à une application sur laquelle tu retrouves toutes les informations. Oui, c'est pour ça que tu dis une simple app. Voilà. Toi, ouais. Donc déjà, de base, il y avait quand même l'application. Mais tout le monde nous dit, mais c'est génial votre projet, enfin, c'est trop utile. Par contre, il y a un problème. Moi, je veux pas rentrer chez moi et scanner mes courses. J'ai besoin de scanner au supermarché. Je veux pas acheter des produits qui sont mauvais. C'est trop tard de scanner chez toi devant ton frigo. Et puis bon, tu vois, on nous fait ce retour 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Voilà, au début... Ça, c'est des potes à vous qui vous le dites. C'est des potes, c'est la famille, c'est des gens, tu vois, on participe à des petits salons et tout. On parle beaucoup du projet pour recueillir beaucoup de feedback. Et c'est un des retours, c'est le retour majoritaire qu'on a. C'est trop tard quand tu es chez toi pour scanner tes courses. Et en fait, moi, au début, je le comprends pas, ce retour. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, ça fait 10 ans que tu achètes tes céréales toutes moisies.
Là, tu les achètes une fois de plus, c'est pas grave. La prochaine fois, tu les rachèteras pas. Mais c'est pas grave si là, tu les as achetés. Dans tout cas, ça fait 10 ans que tu les manges. Donc moi, j'ai du mal avec ce retour au début, tu vois. Je me dis, mais c'est pas grave, en fait, une fois de plus, Enfin, bon. Mais bon, force est de constater que quand on te fait 100 fois le même retour, il y a un moment où il faut peut-être prendre en compte ce qu'on te dit. Un peu d'humilité. Voilà. Et au-delà de ça, donc ça, c'est la vraie raison, c'est qu'en fait, l'usage ne correspond... Enfin, voilà, l'usage n'était pas le bon. L'idée était bonne, mais elle correspondait pas à l'usage attendu et elle répondait pas à la pain en supermarché, avant d'acheter mes courses, je veux savoir. Voilà. Mais là, quand tu dis le pain, donc la problématique, elle n'était pas aussi bien définie du coup. Non, parce qu'on n'avait pas réfléchi, on n'avait pas intellectualisé si bien tout ça. Ouais. Et après, l'autre raison, c'est que un objet connecté, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Tu dois aller faire produire des trucs. Alors en plus, bien sûr que tu es obligé de produire en Chine, parce que sinon ton truc, c'est... En termes de coût de revient, c'est pas possible. C'est un peu contraire au sens que tu donnes avec Yuka, j'imagine. T'es obligé de trouver des magasins où te faire référencer, des Fnac, des compagnies où te faire référencer, c'est très compliqué. Ton projet, il devient pas du tout accessible parce que ton objet connecté, il va coûter 100 balles. Du coup, qui peut se permettre d'acheter une carotte connectée à 100 balles ? Clairement, voilà. Et donc, tu rends pas du tout... Et l'app ne sert à rien sans l'objet. Non, et l'app ne sert à rien sans l'objet. Et du coup, en termes d'impact, ton impact, il est très, très minime. Donc tout ça mis bout à bout, on a quand même assez rapidement abandonné l'objet connecté, mais pour ma part, ça a été un petit deuil, un petit passage à vide. Et vous l'avez gardé en logo ? On l'a gardé en logo, tout à fait. C'est pas une perte à 100%. Non, c'est pas une perte à 100%. Comment on fait un deuil ? Est-ce que c'est tes cofondateurs qui te disent, là Julie, on sent que t'aimes beaucoup cette idée, mais nous on est un peu moins attachés, écoute, ouvre tes chakras, comment ça se passe ? En fait, ça s'est fait progressivement. Okay. C'est Benoît, un de mes associés, qui le premier a commencé à me dire les gars, là je pense qu'il y a un moment l'objet connecté, c'est pas... Et puis avec François, nous on s'accrochait beaucoup, puis François lui c'est le geek, quoi. Donc c'est lui qui fabriquait l'objet connecté, qui achetait des petites cartes mères, qui faisait, tu vois, les petits trucs, donc il kiffait. T'avais aussi. un proto du coup Comment ? On avait un proto d'objet connecté, tout à fait. Donc lui il kiffait aussi, et il avait pas envie non plus d'abandonner ce truc. Donc c'est Benoît le premier qui a mis le petit grain, voilà, la petite graine. Et puis progressivement en fait, à force d'entendre des retours, je veux dire, si t'entends 100 personnes qui te font le même retour et que tu veux pas bouger le petit doigt, c'est qu'il y a un problème, quoi. Mais en même temps, t'as pas d'objectif de faire une entreprise. Je sais même pas si on parlait de lucratif à ce moment-là. J'ai l'impression que tu parles d'un projet. Ouais, je veux faire un projet. Je veux faire un projet qui soit utile. Et quand tu parles aux gens et qu'ils te disent que en fait, ça correspond pas trop à ce dont ils auraient besoin, tu te dis bon, du coup, je suis pas super utile, quoi. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Et un jour, j'ai lâché l'affaire. J'avais progressivement fait mon deuil. Justement, quand tu fais ton deuil, c'est quoi déjà Yuka dans ta tête à ce moment-là ? J'imagine ça a évolué depuis les quelques mois avant où vous vous êtes lancé. Franchement, je sais même pas, parce que je pense que je réfléchis pas à tout ça. On a toujours été beaucoup dans le concret, plus dans le faire que dans le réfléchir. Et donc on réfléchit pas, on réfléchit pas à c'est quoi Yuka dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Moi, j'avais juste l'intuition profonde quand je faisais ce projet. C'est pour ça que je me suis autant donnée. J'avais juste l'intuition profonde que il y avait un vrai potentiel, qu'il y avait un vrai truc à faire. Ça, j'ai toujours été convaincue de ça. Et en fait, dans ma tête, ça peut paraître prétentieux, hein, mais dans ma tête, j'ai toujours été convaincue que ça allait fonctionner, en fait. J'y croyais tellement dur comme fer. Je me suis jamais dit, bon, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais ? Je retrouve un boulot. Jamais je me suis posé cette question, parce que dans ma tête, ça allait de soi. B, quoi. Ouais. Que ça allait fonctionner. Et pourtant, on n'avait pas de plan, on n'avait fait pas de business plan, rien. Mais juste dans ma tête, je sentais que ce truc allait fonctionner. C'est ça le conseil que tu donnerais aux gens qui veulent nous écouter. Bon, même si je te reposerai la question à la fin en vidéo, mais tu l'as dit, hein, je t'ai un peu titillé là-dessus, et tu dis non, au contraire, moi c'est un truc que j'ai accueilli, le fait de rien intellectualiser. Demain, à refaire, tu referais la même chose. Ah bah ouais, 100%. Et j'aurais même encore moins intellectualisé. Mais comment tu fais pour te lancer, ne pas intellectualiser ? Donc ok, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait entendre ok, lance-toi tête baissée. Mais en fait toi tu vas dire non, faut mettre un pas devant l'autre, mais en même temps bien regarder ce qui se passe autour, prendre les retours marché, en parler le plus. Moi je parle souvent de schizophrénie entre de l'humilité ou de la résilience de je crois à mon idée à fond, et de l'humilité de se dire la carotte c'est peut-être pas, tu vois, le fond est bon, la forme peut-être pas. En fait je pense que pour moi c'est un mix de être à l'écoute de tes utilisateurs, utilisatrices, ou de clients, clientes. Potentiel, on va dire. En tout cas, être à l'écoute de ce que les gens te disent. Tu vas pas foncer tête baissée et ne rien écouter, parce que c'est super important d'avoir du feedback sur ce que tu fais. Donc c'est un mix de ça.
de prendre le feedback. Et quand on te fait 100 fois un feedback, à un moment, il faut que tu le prennes en compte. C'est pas possible de le squeeze. Donc c'est un mix de ça et un mix d'intuition. Moi, j'ai fait plein de choses à Yuka par intuition. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Je sens que ça peut fonctionner. J'y vais. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a demandé de faire ça. J'ai pas eu des signaux particuliers. Juste moi, dans ma tête, je me suis dit, tiens, tu vois, le livre Yuka. Je me suis dit, tiens, je pense que écrire un livre, ça me ferait kiffer. J'adore écrire. Et surtout, je pense que ça peut grave marcher. Et ça peut aider des gens. Ça peut aider des gens et ça peut marcher dans le sens où on ne va pas en vendre 150. On va vraiment en vendre. Vous avez vendu combien ? 150 000. J'ai eu peur que tu me dises. Au début, tu m'as dit 150. J'étais genre merde. Du coup, elle a fait ce qu'elle a dit de pas faire. Mais ok, non, 150 000, on en pas a vendu mal. 150 000, donc ce qui est très très bien pour un bouquin. Juste pour mini parenthèse sur un bouquin, tu fais vraiment des thunes sur 150 000 bouquins, par exemple ? On en a fait parce qu'en fait, on l'a vendu en direct. Ok. Donc en grande partie en direct. Par contre, honnêtement, quand tu passes par des maisons d'édition et que c'est ta seule source de revenus, donc quand t'es écrivain ou je sais pas comment tu fais pour en vivre, parce qu'honnêtement, mais par contre nous on a acheté un très 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 gros stock en direct. Donc en France c'est Marabout, très gros stock en direct, donc à un prix très bas. Et ensuite on a distribué le truc, c'est-à-dire que tu commandes le livre, encore aujourd'hui, tu le commandes sur notre site. C'est nous qui gérons la logistique derrière, c'est nous qui gérons la prévente, on gère tout de A à Z. Et là, on fait un bénéfice beaucoup plus intéressant. Et en plus, on peut mettre en place des choses plus intéressantes. Typiquement, tu vois, la logistique, elle est gérée par un atelier de réinsertion. Ok. Voilà. Donc du sens. Voilà, on peut mettre en place des choses qui ont plus de sens. Ouais. Ok, trop cool. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!